Il y a 200 millions d'années, des éruptions de lave ardente, une chaleur suffocante et des gaz toxiques poussent violemment notre planète au bord du gouffre. Rien ne sera épargné. Notre planète survivra-t-elle? Ou se transformera-t-elle en un désert dénué de vie? Le sort de la Terre dépend d'une poignée d'animaux primitifs. Soit ils s'adaptent, soit ils meurent. Soyez témoins du supplice subi par la Terre. L'étau se resserre à Apocalypse Animal. La mort est une des choses que veut la nature. Marc Aurèle, 2e siècle après Jésus-Christ. Voici la planète Mars de nos jours. Aucune trace d'eau, d'air ou de vie. Un désert rude et impitoyable, dénué de toute trace de vie. Un environnement très différent de la Terre. Pourtant, aussi effroyable que cela puisse paraître, une extinction massive survenue il y a 200 millions d'années a bien failli laisser la Terre dans cet état. Cette extinction s'est produite tout juste avant l'arrivée des dinosaures, à l'époque du Trias. L'environnement du Trias est principalement constitué d'une jungle humide où alternent d'un pôle à l'autre des forêts luxuriantes et de vastes plaines boisées. Le climat du Trias ressemblait à celui de nos tropiques. Mais à notre époque, dès qu'on s'éloigne de l'équateur, les températures chutent, tandis qu'à l'époque du Trias, il faisait chaud partout, car les niveaux de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre étaient beaucoup plus élevés. Mais je crois que ce qui diffère le plus, ce sont les végétaux et les animaux. Une armée d'animaux étranges parcourt la planète. Des reptiles volants, d'énormes herbivores cuirassés et de sournois prédateurs tapis dans l'ombre. Mais encore plus important pour l'espèce humaine, nos minuscules ancêtres, les premiers vrais mammifères. Tous ces animaux habitent un supercontinent immense appelé la Pangée. Un supercontinent existant depuis des dizaines de millions d'années. Le Trias constitue sans doute l'un des moments charnières de l'évolution les plus intéressants à visiter. C'est une espèce de jonction bizarre entre ce qui est arrivé auparavant et ce qui surviendra par la suite. La planète Terre ne s'est pas encore tout à fait remise de la pire extinction massive l'ayant laissée pour morte. « 50 millions d'années plus tôt, la période permienne s'est terminée tragiquement lorsque le sol s'est fracturé en Sibérie, crachant une lave toxique pendant des millions d'années. Cet événement cataclysmique, connu sous le nom de la Grande Extinction, a transformé un environnement luxuriant et vigoureux en un lieu hostile, dénué de végétation. Plus de 90% de toutes les espèces se sont éteintes à tout jamais. Mais quelques animaux ont survécu. Et grâce à ces quelques survivants, la vie a lentement mais sûrement repris le dessus. Après 50 millions d'années,
l'état des écosystèmes est presque revenu à la normale. Mais sous le sol, les forces ayant donné naissance à la Pangée des millions d'années auparavant sont maintenant en train de la disloquer. L'écorce terrestre flotte sur une couche de roche fondue appelée le manteau. Avec le temps, les courants de magma à l'intérieur du manteau déplacent les continents. Quand ces forces disloqueront la Pangée, une quantité phénoménale de lave jaillira des entrailles de la Terre. Les mécanismes d'une extinction massive sont en branle. La catastrophe approche. Là où se trouvent aujourd'hui les Appalaches, dans l'est de l'Amérique du Nord, un grondement sourd secoue le paysage. Une bande de dimorphodons effrayés prend la fuite. Ils sentent que quelque chose cloche. Mais ils ne peuvent fuir l'ennemi qui gronde sous le sol. Cet animal ressemblant à un oiseau est l'un des premiers reptiles volants, ou ptérosaures. Les ptérosaures ont été les premiers vertébrés à développer le vol propulsé, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas que s'élancer d'un arbre vers le sol, mais ils étaient aussi capables de s'envoler à partir du sol. Un quatrième doigt allongé soutient le bord antérieur de leurs minces ailes. Ils ressemblent peut-être à une chauve-souris, mais ils volent avec grâce, comme un oiseau. Il avait environ la taille d'un goéland. Il pouvait aussi sans doute planer et battre des ailes. Tout comme le goéland, ses longues ailes lui permettaient d'utiliser les courants d'air pour planer. Il n'avait pas à battre des ailes sans arrêt, comme un colibri. Et comme le goéland, le dimorphodon utilise sa capacité de planer pour survoler l'eau à la recherche de nourriture. Il se nourrit presque exclusivement de poissons. Alors que le dimorphodon plane, un nouveau grondement se fait entendre. Le sombre destin de l'univers du Trias est sur le point de s'accomplir. Au sol, une bande de rutiodons, lézards au soleil, ignorant que la fin du monde approche. Mesurant plus de 3,5 mètres de long, le rutiodon a le corps couvert de plaques osseuses et il possède des crocs coniques. Il s'agit du plus grand prédateur des lacs et des étangs de la Pangée. Le rutiodon ressemble à un crocodile. Bien que ces deux espèces ne soient pas apparentées, les scientifiques croient que le rutiodon occupait la même niche écologique que le crocodile, celle d'un prédateur embusqué dans l'eau. La forme de son crâne me laisse croire que le rutiodon se nourrissait surtout de poissons. Mais si l'occasion se présentait et qu'un animal s'approchait d'un point d'eau pour boire, le rutiodon n'hésitait probablement pas à lui sauter dessus et à le traîner dans l'eau pour le noyer. Mais les espèces dominantes du Trias sont des herbivores cuirassés, tels les Desmatosuchus. Aucun prédateur n'étant assez gros pour s'en prendre à eux, ils peuvent aller où bon leur semble. Certains d'entre eux ont la taille d'un camion de 2 tonnes. Une cuirasse les protège contre de potentiels agresseurs. Le Desmatosuchus possédait toute une armure. En fait, son dos était recouvert de grandes plaques osseuses et il possédait de longues épines sur les épaules. Il se servait sans doute de cet arsenal redoutable quand un animal l'attaquait. Mais le Desmatosuchus ne pourra plus brouter en paix encore bien longtemps. Depuis des semaines, aucun animal ici n'a tenu compte des mystérieux grondements. Ils sont sur le point de le payer cher. De
puissants jets de vapeur jaillissent vers le ciel. Ces geysers sont 100 fois plus puissants que le Old Faithful. Vapeur brûlante et débris sont projetés à plus d'1,5 kilomètre dans les airs. Et ce n'est que le début. Des nuages de vapeur rugissants enveloppent les eudimorphodons. Les Desmatosuchus se dirigent vers les hauteurs. Alors que les rutiodons cherchent à s'abriter dans les profondeurs. Mais il n'y aura aucune échappatoire. Les éruptions de vapeur ne constituent qu'un avertissement. L'impitoyable désastre suivi de près et de très près suivi. Edgar Allan Poe, 1845. Il y a 200 millions d'années, le supercontinent de la Pangée commence à se fracturer, faisant entrer la Terre dans une sombre période marquée par une extinction massive. Là où se trouve aujourd'hui l'Est des États-Unis, l'un des épisodes volcaniques les plus importants de l'histoire de la Terre débute par de puissantes éruptions de vapeur brûlante provoquées par la dislocation de la masse continentale. La distension continentale est en train de former le bassin de l'océan Atlantique. Ces éruptions volcaniques donnent naissance à la province magmatique de l'Atlantique central, que les scientifiques nomment la CAMP. La formation de la province magmatique de l'Atlantique central marque une étape très importante de l'histoire de la Terre. Ça a été la pierre angulaire de ce qui allait suivre. Mais ça a aussi été une pierre tombale, car cette formation a causé une gigantesque extinction massive. La CAMP est la plus vaste province magmatique du système solaire. Cette province couvrait 4 continents. Elle s'étendait sur 11 millions de kilomètres carrés, soit un territoire plus vaste que celui des États-Unis. Les semaines passent et les éruptions de vapeur se poursuivent en Amérique du Nord. Une mère fait de son mieux pour protéger ses petits à l'approche de l'apocalypse. Il s'agit d'une femelle Mégazostrodon, notre plus proche ancêtre à cette époque. Ses longues mâchoires et ses petites dents acérées ressemblent à celles d'un reptile, mais son corps est recouvert de poils et non pas d'écailles. Le Mégazostrodon est le premier vrai mammifère. L'avenir de tous les mammifères dépend de lui. Le Mégazostrodon était très petit. Il ressemblait un peu à une belette. Il possédait un corps allongé et mince. Il devait passer plutôt inaperçu, comme la belette de nos jours. C'est un survivant très important pour nous, car il est apparenté aux mammifères modernes. Comme la plupart des animaux de cette taille, c'était sans doute un animal fouisseur. Dans son terrier, le Mégazostrodon est à l'abri. Les animaux qui se trouvent à l'air libre ont moins de chance. Le sol vibre. Puis, dans un grondement à vous crever les tympans, les éruptions de la province magmatique de l'Atlantique central débutent. La lave jaillit d'immenses fissures. Des fontaines de magma s'élèvent dans les airs. Ces éruptions sont beaucoup plus destructrices que celles jaillissant du cratère d'un volcan. Les fissures s'étendent sur des dizaines de kilomètres. Elles laissent s'échapper un tsunami de feu.
Imaginez une coulée de ce truc qui s'avance lentement et des animaux qui essaient de fuir. Des troupeaux d'herbivores aux pas lourds tentent de fuir ces murs de feu. Mais c'est impossible. Leurs épines les protègent peut-être des prédateurs, mais pour l'instant, elles ne font que les ralentir. Tout ce qui se trouve sur son chemin sera immédiatement anéanti. Pendant des semaines et même des mois, la lave jaillit des fissures. Le magma détruit tout ce qu'il touche, transformant le paysage en étendue désertique. Un événement comme celui de la Camp dépasse notre entendement, car rien de tel ne s'est produit depuis l'apparition de l'être humain sur la Terre. Les animaux fuient le point zéro. Ceux qui avaient l'habitude de vivre là où se trouve aujourd'hui la côte est des États-Unis voient leur habitat disparaître. Alors que l'exode se poursuit, une espèce animale semble mieux adaptée pour s'ajuster au changement. Il s'agit des premiers dinosaures, comme le Staurikosaurus. Le Staurikosaurus et ses semblables ne mesurent qu'environ 1 mètre de haut. Mais ils sont uniques. Ce sont les seuls animaux de l'époque à se déplacer sur 2 pattes. Les bipèdes sont rares. On en compte parmi les mammifères, comme les humains et les kangourous par exemple. Mais les dinosaures ont été les premiers à tirer profit de cette façon de se déplacer. Le Staurikosaurus est un agile chasseur dans ce monde de quadrupèdes lourdeaux. Quel choc pour les autres animaux. Ils n'avaient jamais vu une bête se déplacer sur ses pattes de derrière auparavant. Ils trouvaient peut-être que c'était ridicule, mais ils ont sûrement changé d'avis quand ils ont vu cet animal leur foncer dessus. Bien qu'étant loin d'être le T-Rex de son époque, ses prouesses s'accroissent tandis que les animaux de plus grande taille s'en tirent de plus en plus mal. Ces premiers dinosaures n'étaient pas assez gros pour s'en prendre à une de ces espèces de grands reptiles. Mais ils étaient assez gros pour s'en prendre à leurs petits. Cependant, même cet agile prédateur ne peut courir plus vite que le cataclysme. Les éruptions se poursuivent. Leurs effets secondaires mortels commencent à se répandre partout sur le globe. La Terre emprunte une voie inquiétante. Combien de temps faudra-t-il avant que la planète bleue ne se transforme en planète rouge? Pendant des décennies, de terribles éruptions volcaniques ont craché de grandes quantités de lave à la surface de la Terre. Ces éruptions massives ont un effet toxique sur l'atmosphère terrestre. Les éruptions volcaniques ne font pas que produire de la lave. Elles produisent également une grande quantité de gaz, qui est dissous à haute pression dans le magma. Quand le magma remonte vers la surface, la pression diminue et les gaz s'échappent brusquement dans l'atmosphère. Des millions de tonnes de gaz toxiques sont propulsées dans l'air. La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre augmente de façon exponentielle. Faisons une analogie. Retournons dans le temps et remplaçons ces éruptions volcaniques par une dizaine de milliers de centrales thermiques au charbon situées les unes à côté des autres. On y brûle des tonnes de charbon. Toutes les cheminées de ces centrales rejettent du gaz dans l'atmosphère. C'est exactement ce qui se passe avec ces provinces magmatiques. Les températures montent en flèche. La chaleur devient insupportable. Même les animaux qui vivent dans l'eau, comme le rutiodon, sont touchés. Ils essaient de rester au frais en demeurant dans l'eau, mais ils doivent s'aventurer sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Cet art condamne leur espèce.
Chez certains reptiles actuels, la chaleur joue un rôle dans la détermination du sexe de l'embryon. C'était peut-être aussi le cas pour certaines espèces à l'époque du Trias. Or, si la détermination du sexe de l'embryon est influencée par la température, une espèce peut finir par être anéantie si elle n'arrive qu'à engendrer des mâles, par exemple. En fait, ça peut avoir un effet complètement dévastateur sur une espèce. Ils ont aussi beaucoup plus de mal à se nourrir. La chaleur les affaiblit. Tenaillés par la faim, ils attaquent leurs petits, comme les crocodiles le font de nos jours. Le cannibalisme scellera probablement le sort de cette espèce. L'extinction poursuit sa lente marche funèbre. Le réchauffement soudain de la planète provoque un autre effet secondaire catastrophique. Les niveaux d'oxygène chutent comme jamais auparavant. La concentration en oxygène dans l'atmosphère était environ 2 fois moindre qu'aujourd'hui. C'était donc beaucoup plus difficile pour un animal de respirer à l'époque du Trias tardif que ce l'est aujourd'hui pour un animal possédant le même appareil respiratoire. Là où se trouve aujourd'hui le sud-ouest américain, une bande de Desmatosuchus est à la recherche de nourriture. L'air est rempli de dioxyde de carbone. Le soleil plombe. Il est aussi difficile de respirer ici que ce l'est au sommet du mont Everest. Ces grands animaux cuirassés n'ont jamais craint les prédateurs. Mais désormais, leur plus grand ennemi se terre dans leur propre corps. Leur appareil respiratoire primitif, combiné à une démarche chaloupée, rend difficile le fait de respirer et de se déplacer simultanément. Le Desmatosuchus a une démarche chaloupée ressemblant beaucoup à celle du lézard moderne. À chaque pas, il se balance, étirant l'un de ses poumons et comprimant l'autre. Une caractéristique appelée la contrainte de Carrier. Les animaux comme les lézards et les salamandres ont une démarche chaloupée, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en balançant leur corps d'un côté à l'autre. Et cela limite leur capacité pulmonaire, leur capacité respiratoire. La génération précédente de ces animaux immenses pouvait parcourir des centaines de kilomètres en broutant sans cesse comme le font aujourd'hui les éléphants d'Afrique. Mais maintenant, chacun de leurs pas est laborieux. Les bandes de Desmatosuchus limitent de plus en plus leurs déplacements. La diminution d'oxygène a aussi un effet catastrophique sur leur taux de reproduction. Les conditions ambiantes placent les embryons en développement dans une situation inextricable. Si on se reporte au Trias, alors que le niveau d'oxygène équivalait à se trouver à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est sûr que cela avait une grande incidence sur l'appareil reproducteur des animaux. Un œuf a besoin d'oxygène pour que l'embryon se développe. D'un autre côté, un œuf doit aussi pouvoir retenir l'eau dans sa coquille. Il s'agit donc de deux aspects opposés. La coquille de l'œuf doit être assez poreuse pour laisser passer l'oxygène. Or, moins il y a d'oxygène dans l'atmosphère, plus elle doit être poreuse. Mais plus elle est poreuse, plus l'eau peut s'en évaporer et causer la mort de l'embryon. Chaque année, le nombre de naissances de Desmatosuchus diminue. Et ceux qui naissent conserveront une taille plus petite que celle des générations précédentes. Leur nombre déclinera peu à peu au cours des prochaines années. Le Staurycosaurus ne tarde pas à tirer avantage du Desmatosuchus affaibli.
Se déplaçant en position debout, le Staurikosaurus n'est pas affecté par la contrainte de Carrier, contrairement au Desmatosuchus. Quand les membres se trouvent directement sous le corps, ils n'interfèrent pas avec les organes internes du torse. Cela permet donc aux poumons de se gonfler davantage et de mieux fonctionner. Les scientifiques émettent l'hypothèse qu'ils possédaient peut-être des sacs aériens supplémentaires qui faisaient continuellement circuler l'oxygène à travers leur appareil respiratoire. De nos jours, cette même caractéristique permet aux oiseaux de voler à de très hautes altitudes pendant de longues périodes de temps. Les poumons du dinosaure sont semblables à ceux des oiseaux. Un oiseau qui respire le même air que moi en extraira un tiers de plus d'oxygène. On peut se dire que ce n'est qu'une coïncidence. L'oxygène est à son plus bas niveau en 500 millions d'années et l'appareil respiratoire le plus efficace de tous les temps apparaît. Mais l'évolution ne dérive pas d'une coïncidence. Il s'agit plutôt d'une relation de cause à effet. Des siècles s'écoulent. En Amérique du Nord, là où la distension continentale a commencé, de nouvelles fissures apparaissent chaque jour. Le supercontinent se métamorphose à vue d'œil. L'étau volcanique se resserre et ne semble pas près de s'arrêter. La Terre se transforme en un monde nouveau. Mais ce monde sera-t-il synonyme de vie ou de mort? J'entendais les cieux se remplir de cris et il pleuvait une rosée lugubre. Alfred Lord Tennyson, 1842. « 50 000 ans après le début d'une terrible extinction massive, notre planète se transforme en un univers étrange, recouvert de paysages désertiques. Les niveaux de dioxyde de carbone atteignent des sommets et l'air se raréfie. En plein jour, le ciel prend une teinte rougeâtre. Un environnement propre à la planète Mars et non à la planète Terre. Le réchauffement planétaire a transformé des jungles luxuriantes en des forêts desséchées. Les feux de brousse se multiplient. Puisqu'il n'existe aucun service d'incendie au Trias, ces feux continueront de brûler jusqu'à ce qu'ils aient tout détruit. Si on avait pu voir ça de l'espace, ça aurait été incroyable. On aurait aperçu une vaste région complètement noircie et peut-être même les incendies de forêt. Car avec toute cette lave qui s'écoulait, la végétation triasique prenait feu. C'était un peu comme si un cancer se propageait à la surface de la Terre. Les incendies ajoutent des substances polluantes dans l'air, intensifiant d'autant la catastrophe. Des nuages de cendres recouvrent le paysage. Ensevelissant des milliers d'animaux. Rien n'est épargné. Les rutiodons cherchent à s'abriter, mais leur habitat ne leur offre aucune protection. L'eau des lacs et des cours d'eau de la Pangée se transforme en une espèce de pâte de ciment. Cela a des conséquences désastreuses pour les rutiodons. La cendre se mêle à la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, provoquant des pluies acides.
Elle ravage le paysage, dévastant ce qu'il reste des végétaux. Après avoir observé les pluies acides de nos jours, on sait qu'elles peuvent rapidement faire mourir les arbres et les autres végétaux de grande taille. Mais si elles cessent, la forêt peut se rétablir. Cependant, si elle continue, comme cela a peut-être été le cas à la fin du Trias, le système racinaire des végétaux fane et le sol devient lâche. La pluie a alors un effet érosif dévastateur. Les pluies mortelles diluviennes lessivent la terre. Il y a eu beaucoup de ruissellement et d'érosion sur la terre ferme. Cela a eu pour effet de polluer les océans, car une grande quantité de minéraux dissous et de substances organiques s'y sont déversés. Résultat, l'eau des océans est devenue visqueuse. La catastrophe s'étend maintenant aux océans. Une grande quantité de ce dioxyde de carbone s'est retrouvée dans l'océan. Il s'y est dissous et ce faisant, l'océan est devenu de plus en plus acide. Les eaux chaudes et acides détruisent le plancton microscopique, base de la chaîne alimentaire marine. Résultat, les populations de poissons sont décimées partout sur le globe. Or, la disparition des poissons entraîne la disparition des autres organismes qui en dépendent pour subsister. Partout sur la planète, des volées de dimorphodons cherchent en vain des poissons. Les rivières grouillantes et les lacs immaculés de la Pangée sont désormais stagnants. Les carcasses qui jonchent le sol constituent maintenant une nouvelle source de nourriture pour ces reptiles volants. En temps normal, le dimorphodon ne se nourrirait jamais de carcasses. Mais la faim l'emporte sur tout le reste. Cela lui permet de tenir le coup. Pour l'instant. Mais ce n'est pas suffisant pour éviter l'extinction. « 70 000 ans après le début du cataclysme, tous les animaux souffrent de la faim. Le monde est à peine reconnaissable. Pris au jour le jour, les taux assemblés se resserraient lentement. Mais ces effets à long terme sont dévastateurs. Non seulement des organismes ont disparu, mais des nouveaux les ont remplacés. Et dans ce cas-ci, il ne s'agissait pas d'animaux, mais de bactéries. Ces bactéries transforment les océans jadis limpides en cloaques lugubres. Le ciel prend une couleur jaunâtre. Le monde entier exhale une odeur d'œufs pourris. Là où se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud, un animal s'accroche à la vie au milieu de toute cette souffrance. Il s'agit de notre ancêtre, le Mégazostrodon. L'instinct du Mégazostrodon lui a rendu de grands services. Une fois de plus, son terrier l'a protégé des nuages de gaz putrides. Comme les premiers dinosaures, le Mégazostrodon possède un appareil respiratoire plus perfectionné, bien que différent de celui du Staurikosaurus. Ce petit mammifère possède une cloison de nature musculaire et tendineuse séparant les poumons du reste des organes internes, un diaphragme. Cette caractéristique, combinée à sa petite taille,
l'aident à respirer dans cette atmosphère de plus en plus toxique. La taille est un élément que les paléontologues adorent observer. Des raisons biologiques expliquent la disparition de certains animaux à une époque précise. Les animaux de petite et de grande taille ne sont pas touchés de la même façon. De plus, le Mégazostrodon compte parmi les premiers animaux de l'histoire à allaiter ses petits. Les glandes mammaires dérivent des glandes sudoripares. C'est un grand avantage. La femelle Mégazostrodon se sert de son corps pour nourrir ses petits, alors que le reste des animaux doit se démener pour trouver de la nourriture. Mais cela sera-t-il suffisant pour sauver son espèce? L'avenir de tous les mammifères, incluant l'être humain, repose sur ses frêles épaules. On a pitié des vivants, on envie les morts. Mark Twain, 1884. « 250 000 ans après le début du cataclysme volcanique, la Terre est méconnaissable. Vu de l'espace, les fissures s'étendent sur des milliers de kilomètres, soit une distance équivalente à celle séparant Boston de Rio de Janeiro. Des coulées de roches liquides jaillissent encore de ces immenses fractures. La quantité de lave qui a jailli pendant tout ce temps est phénoménale. On estime que 2 millions de kilomètres carrés de magma se sont écoulés de ces fissures. Cela équivaut à plus de la moitié des océans actuels. Les signes de l'extinction massive s'estompent peu à peu. Les plaines inondables, jadis l'habitat de diverses espèces animales, sont maintenant dénuées de toute forme de vie. Là où s'élevaient autrefois des forêts tropicales verdoyantes, seuls subsistent des déserts. Ce merveilleux monde végétal a été perturbé à un point tel que de vastes régions ont été transformées en déserts sur certains continents. À certains endroits, la surface du globe ressemblait à celle de la planète Mars. Sans végétaux, le sol s'effrite et la situation devient désastreuse. Tout le globe n'était pas dans cet état, mais une bonne partie l'était. Là où il y a encore de la vie, les dinosaures comme le Staurikosaurus prennent de l'importance. En plus de ses poumons perfectionnés, le Staurikosaurus évite l'extinction en couvant ses œufs. La femelle pond ses œufs en partie à découvert. Puis, au besoin, elle les réchauffe ou les protège du soleil avec son corps. Ce contact physique permet à la mère de régler la température de ses œufs, favorisant un lien étroit, si ce n'est maternel, avec son petit. Ce faisant, son espèce engendre une progéniture plus robuste. Alors que tous les autres animaux agonisaient, il y avait de plus en plus de dinosaures, et des dinosaures de plus en plus grands. Pourvu de ces remarquables mutations, le Staurikosaurus est bien adapté pour survivre à cette catastrophe. Plus de 500 000 ans après avoir débuté, les éruptions de lave basaltique de la Campe tirent à leur fin. La Pangée n'existe plus. Les mouvements de l'écorce terrestre ont fragmenté le supercontinent. Les fondations de l'océan Atlantique sont en place. Au final, le nombre de morts est incommensurable. Les 3/4 des espèces de la planète ont disparu à tout jamais. Sur la terre ferme, les animaux les plus durement touchés sont les grands herbivores cuirassés, comme le Desmatosuchus. Le Rutiodon a lui aussi été anéanti, victime de la structure primitive de ses poumons.
Bien que la situation sur la terre ferme soit abominable, elle est encore pire dans les océans. Les grands récifs coralliens propres aux mers chaudes et tropicales du Trias ont presque complètement disparu. Il s'agit de l'une des 5 plus grandes extinctions massives de l'histoire de la planète. Elle a joué un rôle majeur dans l'évolution de la vie sur Terre. La Terre a été lessivée. Mais certains animaux subsistent. L'avenir dépend d'eux. Les époques se succèdent et la chance tourne. Robert Southwell, 1595. Au bout de 600 000 ans, l'extinction massive du Trias se termine enfin. La planète est alors pratiquement dénuée de vie. L'air est encore à peine respirable. La Terre mettra plusieurs millions d'années à s'en remettre. Les niveaux de dioxyde de carbone atteignent des sommets. Ils sont 10 fois plus élevés que de nos jours. Il y avait beaucoup plus de CO2 à la fin du Trias qu'il y en a aujourd'hui sur la planète. Espérons qu'on n'atteindra jamais le niveau de CO2 du Trias, car on a vu les conséquences que ça a eues. Bien que cela paraisse incroyable, la Terre survit. La distension continentale ayant provoqué cette extinction massive engendre l'ouverture de l'océan Atlantique. Le reste de la Pangée se fragmente et donne naissance aux 7 continents actuels. Le monde, notre monde actuel, est né. Certains scientifiques suggèrent que tout cela fait partie d'un cycle plus grand de dislocation et de rapprochement. Un jour, les continents seront peut-être à nouveau réunis, comme ils l'étaient quand ils formaient la Pangée. On ignore encore pourquoi les continents se rapprochent et pourquoi ils se séparent. On sait que les continents suivent ce qu'on appelle le cycle de Wilson. Chaque 200 millions d'années, les continents entrent en collision, un peu comme des autotamponneuses. Ils se rapprochent tous les uns des autres et entrent en collision. Ils restent réunis ainsi pendant une bonne période de temps, puis ils se séparent à nouveau. Tout ce processus de rapprochement et de dislocation dure environ 200 millions d'années. On s'attend donc à ce qu'ils se rapprochent et entrent à nouveau en collision dans 200 millions d'années. Dans ce nouveau paradis, les premières lueurs d'espoir commencent à renaître. Les premiers dinosaures ont survécu. Le Staurikosaurus et ses petits cousins ont démontré leur supériorité face aux pires conditions qu'on puisse imaginer. Aujourd'hui, la Terre leur appartient. Dans cet univers dépourvu de compétition, ils se multiplient et se répandent, créant de nouveaux habitats et de nouvelles espèces. Les dinosaures ont alors vraiment commencé à s'épanouir. Ils ont évolué en différentes espèces qui ont vécu lors du Jurassique et du Crétacé. Des dinosaures plus grands, plus robustes et plus féroces issus de ces survivants domineront le règne animal au cours des 150 millions d'années qui suivront. C'est ainsi qu'est née l'ère des dinosaures. Le Trias a constitué un tournant majeur. Tous avaient une chance de s'en sortir. Puis, le monde a subi un grand bouleversement. La chaleur est devenue torride et l'oxygène s'est amoindri. Un univers idéal pour les dinosaures. Sous les pieds de ces lézards géants se cachent les ancêtres des mammifères modernes, les descendants directs du Mégazostrodon. Si le Mégazostrodon n'avait pas survécu, on ne serait pas ici aujourd'hui. Bien protégé dans son repère souterrain,
le Mégazostrodon a survécu alors que tant d'autres sont morts. Discret, le Mégazostrodon se développera dans l'ombre, attendant patiemment l'époque où ses descendants régneront sur la Terre.